Donc rebonjour pour ceux qui nous rejoignent pour cette troisième et dernière partie de cette Digital Customer Day. Comme je l'ai dit, ça s'est constaté. On n'est pas 1 million de personnes, c'est à la Feria de Nîmes. On est à peu près une trentaine et puis un peu plus effectivement en ligne. Donc un grand bonjour. Et comme vous le savez, on va terminer sur cette partie théorique. Et sur cette partie théorique, pourquoi ? Parce que la réforme de la facturation électronique en France, elle entrera en vigueur dans un peu moins de 18 mois. Et donc par rapport à ça, l'échéance peut sembler lointaine pour certaines entreprises. Il est grand temps néanmoins de vous préparer. Et le projet va demander beaucoup d'arbitrage, il va demander une transformation au sein de ces organisations, de par la complexité des processus qui vous incombent bien entendu, de par notamment l'ensemble des cas d'usage et des figures que vous pouvez avoir, de par votre référentiel. C'est pourquoi nous avons choisi de bousculer un tout petit peu effectivement le processus pour terminer par cette phase théorique. Alors je vais revenir parce que voilà, ma souris est allée un tout petit peu vite, pour terminer par cette partie théorique et qui conclura cette journée. Bonne conférence à toutes et à tous. Je suis Marc Daman et pour vous accompagner dans cette approche inversée pour finir par la théorie, mais résolument tournée vers l'action, j'aurais tendance à dire, nous avons effectivement la chance d'avoir avec nous, à nos côtés, Sabrina, je te fais un petit coucou par là. Bienvenue. Bonjour à tous. À cette conférence du cabinet Juliette Sterven. C'est un cabinet de conseil. Alors bien sûr, Sabrina va un petit peu l'expliquer, notamment à la fin de cette présentation, où elle va rentrer un petit peu sur comment ce cabinet est en capacité de vous conseiller. C'est un cabinet de conseil en stratégie. Et ce que j'adore en fait chez eux, c'est qu'ils ont 3 piliers. Et ces 3 piliers, pour moi, ils sont extrêmement importants pour adresser aux entreprises. C'est le business, bien entendu, parce qu'on est là pour ça, mais il y a le côté humain et environnement. Et ces 3 piliers me parlent, et c'est pour ça que j'ai été ravi en fait de demander à Sabrina, par rapport à son expertise, sa vision et sa capacité à rendre accessible un sujet qui est quand même un tout petit peu compliqué. Si vous êtes prêts, nous allons y aller, et je vais laisser la parole donc à Sabrina pour que tu puisses te présenter tout simplement, et puis donner un petit peu ton background par rapport à ton expertise. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc Sabrina Huet. Effectivement, je porte l'offre sur la facturation électronique pour le cabinet. Ça fait un peu plus de 15 ans maintenant que je travaille sur la facturation électronique. J'ai eu la chance et l'opportunité de beaucoup travailler, notamment pour le ministère des Finances, à l'AIFE, pour travailler notamment sur Chorus Pro à l'époque, et ensuite le portail public de facturation. Donc, ça fait un petit moment que je travaille sur ce sujet, ce n'est pas inconnu pour moi. Et effectivement, le cabinet Juliette Sterven, on en reparlera un petit peu après, mais on est un cabinet d'environ 650 collaborateurs français basés à Neuilly-sur-Seine. Merci. Alors, êtes-vous prêt? Votre système d'information est-il suffisamment mature? Comment se préparer? Comment anticiper et mettre en œuvre cette réforme? C'est l'objectif qu'on se donne au cours de cette conférence. Alors, pour cela, au programme, nous allons d'abord je vais rapidement faire un point. Alors, comme je vous l'ai expliqué juste en introduction, on n'a pas forcément eu énormément de temps avec Sabrina, qui est très prise de son côté et de notre côté aussi, à préparer cette conférence. Mais elle a parlé de l'AIFE, donc elle y était. C'est ici qu'on s'est rencontrés effectivement avec Sabrina. D'ailleurs, elle a participé à une intervention il y a quelques années de cela. Ça ne nous rajeunit pas, parce que c'était sur quel sujet, Sabrina? C'était sur la facturation électronique. Ah, d'accord. Donc, du coup, on en est revenu. Ça veut dire qu'on va quand même avancer. Donc, nous allons refaire un petit point sur quelques éléments concrets. Je discutais avec un client qui est dans la salle tout à l'heure, par exemple, sur l'incompréhension sur Facturix, sur des formats, alors que normalement, on pensait que les entreprises, les intégrateurs, les opérateurs avaient toutes les informations, et il y a quelques éléments qui étaient erronés. Et on terminera l'histoire par le savoir-faire, effectivement, du cabinet Juliette. Donc, le 15 octobre, il n'aura échappé à personne que 2024, il y a eu un changement en profondeur et un changement de direction réalisé par l'administration française. Et donc, dans le cadre de ce changement, une nouvelle stratégie a été mise en place qui met en perspective plutôt les PDP que l'interfaçage direct avec un portail public de facturation. Donc ça a entraîné un certain nombre de changements. Et ce que je vous propose, pour commencer, c'est de faire un petit retour justement sur la journée de la facturation électronique qui a eu lieu le 13 mai, où nous étions justement ensemble, Sabrina,
au sein de ce groupe de travail des bonnes pratiques. Et nous étions un petit peu, allez, j'ai tendance à dire, Sabrina, la Suisse de la facturation électronique. Nous étions neutres, à savoir que nous ne représentions pas effectivement soit le cabinet Juliette, soit effectivement Simtrax, mais nous étions là pour répondre à l'ensemble des entreprises, des acteurs de l'écosystème de la facturation électronique, pour leur dire oui ou non, quelle direction prendre et quels sont les éléments effectivement qui permettent de se dire que l'on a une vision neutre en fait de la facturation électronique. Et nous étions au sein de cette petite corbeille ici, et nous avons reçu beaucoup de demandes. Je crois que c'était une session assez importante l'année dernière. Il me semble qu'il y avait plus de monde que l'année d'avant, Sabrina. L'année, hein, plus on se rapproche de l'échéance, plus effectivement ça mobilise les différents acteurs. C'est ça. Alors pour en revenir effectivement sur que retenir, alors c'est J-500 effectivement vis-à-vis de la date butoir. Je rappelle que c'est une date butoir et Stéphane Eustache, chef de projet de la facturation électronique pour l'administration française, l'a très bien dit. Nous devons être prêts pour cette date et pas commencer à partir de cette date. Donc ça signifie que le mois d'octobre effectivement 2024, nous avons redéfini les rôles. Et pour redéfinir ces rôles, il y a eu 3 commissions qui ont été redéfinies et qui sont venues effectivement faire un certain nombre de publications, mais je vais y revenir un tout petit peu après derrière. Confirmation claire de la ministre des Comptes publics qui est revenue. Si vous avez suivi un petit peu, je dirais, l'actualité, il y a eu des rebondissements encore en ce début d'année avec des amendements qui étaient passés, qui ont été annulés, qui ont été remplacés. Et donc, in fine, on confirme la date butoir du 1er septembre 2026 et du 1er septembre 2027, donc le calendrier initialement proposé depuis maintenant 1 an et demi. On a pu constater également avec Sabrina, vis-à-vis des entreprises, quand même une petite maturité en progression. Et ça, je crois que c'est assez important, parce qu'on comprend que les entreprises, la facturation électronique, ce n'est pas que l'obligation, mais c'est tout un écosystème, comme on en a parlé un petit peu plus tôt précédemment, qui va mettre en place une transformation complète de vos processus et donc une optimisation de ces processus pour être encore plus performants et y répondre, on l'a vu à travers le cas Campus Condorcet notamment, quelles sont les possibilités et les bénéfices que l'on peut en retirer. Ensuite, au niveau du portail de services Chorus Pro, un cadre partiellement défini. Donc on a un groupe de travail qui a été créé au sein du Forum national de la facturation électronique qui va traiter effectivement de cette thématique sur les évolutions du portail Chorus Pro. Et donc ça, on y reviendra. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Chorus Pro, il y aura un alignement sur la réglementation de la généralisation de la facturation électronique au niveau des entités privées. C'est très important de le comprendre, notamment en termes de format et en termes de canal de réception. Donc un écosystème mobilisé comme jamais. Cyril Sotoro, président du FNFE, le dit souvent, mais il a raison, il n'y avait que plus de 70 PDP présentes. Mais où étaient les 20 dernières? C'est la question qu'on peut se poser, parce que c'est vrai que c'est quand même l'élément qui aura lieu également l'année prochaine au mois de mai. Alors, le dispositif et ses 3 obligations sont, vous le savez, la transmission effectivement d'une facture électronique, une obligation de réception et une obligation d'émission d'une facture électronique. Alors, je ne vais pas revenir forcément sur la définition de la facture électronique, mais c'est permettre à une entreprise d'échanger une facture pour que l'administration, au passage, en temps réel, puisse récupérer les mentions obligatoires dans le cadre d'une déclaration, d'une prédéclaration de la TVA. Donc ça, entre assujettis, dans le B2B, c'est assez simple à comprendre. On a une facture et après, l'ensemble des acteurs, que ce soit les PDP ou l'administration, vont faire leur travail et l'entreprise n'a pas à se préoccuper, puisqu'on va être immatriculé, de savoir qu'est-ce qui va être adressé à l'administration fiscale. La deuxième partie, qui est un petit peu plus complexe, c'est la partie e-reporting. Et donc, dans la partie e-reporting, nous avons plusieurs catégories de e-reporting. Alors d'abord, le plus simple, c'est le B2B international vente. Alors ça, c'est assez simple. C'est comme une facture B2B domestique, quelque part. On n'a pas de complications. Nous sommes maîtres de la facture et du format que nous allons envoyer à nos clients. On en parlait tout à l'heure, effectivement, sur FactureX au niveau des petits formats. On peut faire de l'UBL pour l'extérieur, pour l'étranger, on peut faire du C2I, effectivement, pour la France. Donc ça, on en est maître. Se pose une petite question sur le B2B international acquisition, qui est là toujours un petit peu plus complexe. Voilà. Et donc là, il faut interpréter des fois des données. On en a parlé avec le cas Campus Condorcet, d'être en capacité de comprendre les données qui nous sont attribuées. Alors si c'est un PDF, eh ben, il faut en extraire les informations.
d'où l'océanisation, l'intelligence artificielle. Voilà. Ensuite, nous avons les ventes B2C. Donc ça, c'est des transactions, c'est un récapitulatif quotidien et par décade en fonction de votre régime fiscal. Et puis, nous avons les données de paiement, les données sur encaissement, parce que vous avez le droit de choisir sur encaissement ou sur débit. Chaque entreprise a le droit, effectivement, de faire son choix. Et en fonction de ce choix, vous avez aussi des TVA sur encaissement et sur marge. Donc, vous voyez, il y a pas mal de complexité. Mais tout ça, c'est pour vous expliquer que nous devons adresser uniquement les données à l'administration fiscale. Et le troisième point, c'est nouveau, c'est le cycle de vie. Le cycle de vie, c'est de savoir en temps réel quel est le statut de la facture et d'avoir la même information partagée par tous. Le fournisseur, l'acheteur, l'administration fiscale. Tout le monde doit être au courant et ça va simplifier effectivement les échanges. On l'a vu ce matin avec Campus Condorcet et sur la partie Chorus Manager. Le portail Chorus. Alors là, je ne te fais pas beaucoup intervenir, Sabrina, mais si tu le souhaites effectivement apporter une précision par rapport à ces 3 obligations, tu peux le faire comme tu veux. C'était très clair. C'est clair ? Tu me le dis, parce que des fois, je m'emballe. Donc, n'hésite pas, tu le sais. Le calendrier qui a été confirmé dans sa dernière intervention du 21 mars 2025, la DGFiP, effectivement, a confirmé ce calendrier réglementaire, à savoir 2 étapes, 2 vagues à la place des 3. Première étape, nous avons l'obligation réception-émission pour les grandes entreprises et les ETI qui ont été regroupées en un seul groupe. En réception, en émission, le invoicing et reporting, tout confondu. Je rappelle que le e-reporting, c'est de l'émission. Il n'y a pas de notion de réception dans le e-reporting. C'est l'assujetti, autrement dit, l'assujetti à TVA en France a une double obligation. D'émission de facture et en même temps d'émission de ces données de facturation en lien avec la TVA, en lien avec l'administration fiscale. Les PME, les TPE, on parle ici, on a un partenaire qui travaille aussi pas mal avec les PME. C'est un petit peu plus complexe, ils sont un petit peu au nombre. Surtout, eux, ils auront l'obligation de réception uniquement en septembre 2026, parce que si leur fournisseur EDF, lui, il sera à l'obligation d'émission, et ben forcément, ils devront recevoir cette facture électronique. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de travailler d'abord sur la partie réception avant émission, tout simplement pour pouvoir interagir avec l'ensemble de ces fournisseurs. Et puis après, ils auront l'émission de e-reporting, de invoicing à partir du 1er septembre 2027. Et là, si tu me le permets, Sabrina, je ferai juste une petite précision, c'est que nous avons la possibilité, donc du coup, entre ces 2 dates, d'avoir un fournisseur qui n'a pas d'obligation à l'émission au 1er septembre 2026. Donc il va vous envoyer une facture papier, PDF, et lui, il aura l'émission. Par contre, vous avez l'émission, à l'émission, vous avez l'obligation. Et donc, ça veut dire, est-ce que je vais devoir faire sur ce fournisseur français assujetti à TVA du e-reporting pendant la période où il n'y a pas l'obligation ? Vous voyez, pendant les 1 an de décalage entre le 1er septembre 2026 et 2027, la réponse est non. Tu me confirmes, Sabrina, au niveau de cette partie-là ? Oui, tout à fait. Effectivement, il n'y a pas de e-reporting sur ces factures qui arriveraient en fait par un autre canal. Effectivement, côté DGFiP, sinon ils n'arriveraient pas à faire le lien entre la facture reçue par papier et finalement le statut encaissé derrière. Donc effectivement, pas de e-reporting sur ce périmètre-là. Toujours est-il, les PME, TPE ont aussi le droit d'être en avance de phase et de ne pas attendre le 1er septembre 2027. Absolument, parce qu'on a vu qu'ils doivent sélectionner une PDP de réception. Or, nous, dans le cahier des charges, on fait l'émission et la réception. Donc, ça a aussi facilité les choses, en fait, le communiqué du mois d'octobre 2024. Merci pour cette précision, Sabrina. Les 3 commissions, c'est pour ça que j'en ai pas parlé un petit peu avant, c'est que, du coup, depuis le mois d'octobre, l'administration a décidé de mettre un cadre beaucoup plus complexe et beaucoup plus performant, et à travers 3 commissions. D'abord, une commission administrative. Ça ne nous concerne pas trop. C'est plutôt la Direction générale des finances publiques et l'AIFE qui sont au sein de cette commission administrative, qui vont être quand même le chef d'orchestre, le maître d'ouvrage de l'ensemble du projet. À partir de là, 2 sous-commissions. Il y en a une qu'on appellera plutôt autorité, mais il va y avoir la commission AFNOR qui va normaliser les échanges. Autrement dit, le cahier des charges que vous aviez pu télécharger précédemment sur le site Je facture du gouvernement, n'a plus lieu, n'est plus d'actualité pour les entreprises, sauf de la compréhension, pour de la consultation.
Parce que les commissions AFNOR, il y a plusieurs sous-commissions. Il y a une sous-commission dédiée au e-reporting, une sous-commission dédiée d'ailleurs qui va même un peu plus loin sur les paiements et sur l'archivage. Nous avons plusieurs sous-commissions et nous avons plusieurs comme ça sous-commissions qui vont permettre de normaliser les échanges entre les différentes PDP. Et puis PayPal commence progressivement à reprendre une place prépondérante au sein du projet de facturation électronique, à savoir que comment les PDP vont pouvoir s'interfacer. Je rappelle, il me semble, Sabrina, que c'était il y a 10 jours, 15 jours, non, 10 jours, la commission AFNOR a sorti, donc il est sorti la norme API qui va permettre à toutes les PDP de pouvoir discuter les unes avec les autres. C'était il y a 10 jours, 15 jours, c'est ça, Sabrina? C'est ça, c'était il y a une bonne dizaine de jours. Tout à fait. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on va être en capacité de communiquer. Et l'autre possibilité pour communiquer, ce sera le réseau PayPal, qui a déjà son propre annuaire. Mais l'annuaire PayPal n'est pas l'annuaire des assujettis à la TVA française. Donc, il y a quelques améliorations encore à faire et on fait des tests qui ont été finalisés chez nous la semaine dernière par rapport à cet annuaire. Donc, 3 autorités pour mettre un cadre. C'est ce qu'il faut retenir. Le nouveau modèle d'échange, il est assez simple. Je vais y passer assez rapidement. Donc, on est obligé de passer par une PDP d'émission, PDP réception. Et ensuite, on a le PPF qu'on avait appelé comme ça, pour portail public de facturation, qui est nommé un petit peu, pour l'instant, il n'y a pas tellement de noms, hein, ils sont en train d'y réfléchir. Mais le nom, pour l'instant, c'est CDD. Alors, ce n'est pas un contrat, hein, mais c'est un concentrateur de données. Hein, c'est simplement pour concentrateur de données. Et pour qui? Pour l'administration fiscale. Donc, son seul et unique rôle sera effectivement de récupérer les informations, donc les données de facturation liées à la TVA, pour l'administration fiscale. Mais pour que cela fonctionne, ils ont gardé, je dirais, une dimension qui est l'annuaire. Et l'annuaire central va permettre d'adresser la facture à la bonne personne. Et donc, à travers un maillage, nous allons être en capacité d'intégrer cette information dans la facture. Je vous l'indiquerai tout à l'heure à travers un schéma pour que ça soit plus simple à comprendre. Une fois que cette partie-là, on s'est dit pour l'instant, sur les évolutions de Chorus, on a vu que c'était un petit peu en attente. Et donc, comme c'est en attente, vous pouvez continuer à faire ce que vous faites aujourd'hui avec Chorus. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Mais néanmoins, ils vont devoir en tout cas développer cette partie qui est en pointillé pour dire comment la PDP Chorus Pro. Alors tout à l'heure, quand on a fait du Campus Condorcet, on a dit effectivement qu'il y avait des évolutions pour Campus Condorcet. Quelles seraient ces évolutions ? Et bien, autrement dit, ce qui est en train de se mettre en place, c'est que Chorus Pro soit la PDP pour le secteur public et non pas la PDP public pour toutes les entreprises, hein, uniquement du secteur public, que ce soit la PDP de réception du secteur public. Et donc, dans ce cadre-là, se posent des questions de déclaration. Parce que normalement, quand vous faites une émission, c'est la PDP d'émission qui fait la déclaration pour vous. Alors que si c'est Chorus, ça veut dire que Chorus va faire à la fois la déclaration d'un côté et de l'autre, si c'est assujetti à TVA, bien entendu. Donc là, c'est des éléments de discussion dans notre groupe de travail, donc on va commencer très tôt. Et ensuite, le dernier point qui est en cours de discussion, c'est effectivement cette partie-là, c'est-à-dire comment une PDP peut transmettre directement à Chorus Pro sa facture, ce qui facilitera le travail de tous, puisque c'est la même PDP. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, on est obligé de le faire en direct. Hein. Donc, il faut une évolution dans ce cadre-là. Et évidemment, à partir de là, l'idée, c'est de se dire quel rôle peut jouer PayPal au sein de cet écosystème, de cette transmission et de cette réception. Le cycle de vie d'une facture, c'est nouveau. Ce qu'il faut comprendre de ce cycle de vie, c'est que tout ce que vous voyez en bleu clair, oui, ce sont les mentions obligatoires pour l'administration fiscale. Toutes les autres, ce sont les mentions pour les entreprises. D'accord ? Vous n'avez pas vocation à forcément toutes les gérer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat à les poser. J'y reviendrai. Mais ça veut dire qu'il y aura de l'interaction avec l'ensemble des opérateurs. L'ensemble des systèmes d'information doivent s'accorder pour gérer en fait ce cycle de vie, à l'émission, à la réception et une fois la facture traitée. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur cette partie cycle de vie, Sabrina ? Non, mais effectivement, ça va poser quand même pas mal de difficultés pour bon nombre d'entreprises. C'est le statut encaissé. C'est pas toujours évident pour une entreprise de faire le rapprochement entre une facture et quelque chose sur son compte en banque. Donc, ce rapprochement-là est pas toujours facile.
Donc c'est vrai que c'est un enjeu pour beaucoup d'entreprises que d'envoyer ce statut encaissé. Et puis les statuts refusés, rejetés aussi, en tout cas les refus métiers également peuvent poser pas mal de complexité dans les processus internes des entreprises qu'il faut regarder de près. Effectivement, et je crois qu'il y a un groupe de travail, même au sein de l'AFNOR, pour gérer les cas de refus, qui est en cours qui travaille sur le sujet, parce que aujourd'hui, on a vu sur Chorus, par exemple, qu'on pouvait refuser pour n'importe quelle raison, entre guillemets, le traitement de cette facture. Et aujourd'hui, on veut un petit peu normaliser et standardiser. En tout cas, l'administration fiscale souhaite le faire. En conclusion, le cycle de vie, c'est une traçabilité native au travers d'un partage des statuts, d'échanges avec tout l'ensemble des acteurs du traitement de bout en bout de cette facture. Alors justement, je disais tout à l'heure, mince, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Normalement, ça devait apparaître au fur et à mesure. Je n'ai pas forcément eu le temps. Alors, chaque entreprise qu'il faut comprendre initialement, c'est que, en fait, là, on va faire un petit schéma de la réforme, comment ça se passe. Donc, je rappelle, votre première obligation, c'est la réception. Donc, on va partir de ce principe de réception de la facture. D'abord, nous allons trouver, et ça c'était une question qui m'a été posée tout à l'heure, c'est que chaque entreprise aura une ou plusieurs adresses de facturation, d'accord, électronique, basées sur son SIREN. Ces adresses seront toutes listées dans l'annuaire public. Donc, dans cet annuaire public, alors je vais tout mettre d'un coup parce que ça c'est pas du tout. Hop, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc, dans cet annuaire des entreprises, tout sera effectivement regroupé. Et en tant que vendeur, il suffira de connaître le SIREN de cet annuaire, donc en lecture, pour pouvoir adresser à son client, retrouver son adresse de réception via cet annuaire. Une fois l'adresse récupérée, il va devoir intégrer cette information dans sa facture, d'accord, qui va servir justement à l'adressage. Alors cet adressage ou ce maillage peut être à plusieurs niveaux. Et ça, si vous avez des questions, on y reviendra un petit peu plus tard. Et Sabrina, si tu veux apporter une précision, ce sera avec plaisir. Mais ce maillage-là, il va permettre effectivement cet adressage. Donc cet adressage au niveau de l'annuaire va vous permettre deux choses. D'abord, au niveau de vos référentiels, voir si vous avez toutes les informations qui concernent les assujettis. La deuxième chose, c'est d'adresser effectivement en temps réel. Ensuite, en tant que vendeur, une fois que c'est intégré à la facture, elle sera transmise, et là je l'ai dit ce matin, de manière sécurisée, la PDP étant un transporteur immatriculé par l'administration fiscale qui fait quoi? Qui vous sécurise et assure une traçabilité de cette facture de bout en bout. Donc la PDP d'émission, la PDP de réception peut être la même, elle peut être différente, on s'en fiche, mais vous allez devoir passer par cette PDP. L'acheteur, lui, aura sa propre, effectivement, PDP de réception et sera en capacité d'avoir, effectivement, la réception de cette facture. Et tout ça est tracé dans le cycle de vie. D'accord? Et c'est ça, cette traçabilité via le réseau des PDP avec des dates vérifiables à tous les niveaux et qui seront à l'avis de tous. C'est ce qui change, en fait, par rapport à demain, par rapport à hier, pardon. Donc ça va être assez important. Ce qui est important, in fine, de comprendre, c'est que cette réforme, c'est vrai qu'elle est un petit peu complexe techniquement. On est là justement pour essayer d'évangéliser, d'expliquer, de vulgariser, pas à outrance, mais quand même un tout petit peu. Mais en résumé, la réforme, son gros point positif, c'est qu'elle met un système en place clair, fiable et tout le monde. À plusieurs questions, toujours la même réponse. Voilà, on a pour les mêmes questions, les mêmes réponses à chaque fois et ce n'est pas chaque entreprise qui va définir quelle est sa réponse qu'il va apporter à cette chose. Donc ça, c'est très exactement pour la réception et l'envoi des factures, la mise en place d'un système clair, fiable, automatisé, sécurisé. Alors là, on va rentrer, si tu le veux bien, Sabrina, dans un jeu de questions et j'aimerais avoir ton avis sur pas mal d'éléments qui vont effectivement couvrir cette préparation de la réforme. Pourquoi effectivement Sabrina est avec nous aujourd'hui? C'est parce qu'elle a une expertise très forte dans la préparation des entreprises. Et donc là, l'idée, c'est de savoir quels sont les écueils, quels sont éventuellement les points de vigilance à avoir, quelles sont les difficultés en termes de préparation, par quoi commencer. Et donc tous ces éléments-là, on va essayer de les aborder dans ce paragraphe. Alors, la transformation, c'est une transformation effectivement à de multiples niveaux. Le premier niveau, c'est la relation entre les entreprises. Ça n'aura plus rien à voir. De passer par une plateforme,
change complètement effectivement les règles du jeu. La deuxième chose, c'est que c'est une transformation digitale. Il faut comprendre que la facture en elle-même, qui était un bout de papier il y a une époque, maintenant ce sont des données. Et des données, on l'a vu, la digitalisation à notre niveau personnel, particulier, elle est énorme. Moi, il y a 2-3 ans, je ne fais pas ce que je fais avec mon téléphone aujourd'hui. Donc ça signifie que de la même manière, les entreprises sont un petit peu en retard et on va avoir effectivement un bouleversement dans les années à venir. Donc cette transformation, il faut l'anticiper. Et puis évidemment, la relation avec l'administration fiscale, puisqu'on va passer d'une déclaration qui est ce qu'elle est aujourd'hui en temps réel. D'accord ? Est-ce que par rapport à cette transformation, déjà, tu souhaites apporter une précision, Sabrina ? Quel est ton point de vue peut-être par rapport à, déjà en termes d'introduction, cette transformation qui est propre aux entreprises ? Tu l'as dit, hein, la réforme, en fait, ça représente bien plus qu'un enjeu technique. Ce n'est pas qu'un changement technique, ce n'est pas qu'un raccordement à une PDP. C'est une transformation qui est assez systémique et qui touche plusieurs niveaux que tu as évoqués. Sur déjà la relation interentreprise, elle va être quand même assez modifiée assez profondément, en tout cas pour les entreprises qui étaient peut-être moins matures. On va passer d'un processus parfois manuel, lent et sujet à des erreurs, à un échange extrêmement structuré, automatisé et instantané. Tu l'as répété à plusieurs reprises sur l'instantanéité des données. Et du coup, effectivement, ça va créer de nouvelles opportunités de collaboration, mais aussi des nouveaux défis pour les entreprises qui vont devoir s'aligner sur des standards communs. Tu l'as dit tout à l'heure, une question, une réponse. Et donc, il va falloir s'intégrer dans ces standards. Ensuite, il y a une véritable accélération de la transformation digitale. Pour être en conformité, les entreprises vont devoir revoir leurs outils, peut-être en ajouter ou en tout cas les modifier. Revoir leur processus interne et souvent repenser leur organisation comptable et financière. C'est un levier de modernisation, mais qui demande parfois un accompagnement assez fort. Donc là, encore une fois, ça va dépendre de la maturité des entreprises, mais même les entreprises les plus matures qu'on peut accompagner, effectivement, et qui sont quand même des très grandes entreprises, parfois, il y a toujours des impacts quand même sur les processus qui sont assez forts. Enfin, la relation avec l'administration fiscale devient plus directe, plus transparente. L'État va accéder quasiment en temps réel aux données de facturation, ce qui va à la fois renforcer le contrôle et la lutte contre la fraude, c'est quand même un des objectifs de l'administration, mais aussi permettre une simplification de certaines tâches, des démarches déclaratives à terme. On sait bien que la déclaration de la TVA à terme doit être pré-remplie. C'est un des objectifs. Aujourd'hui, l'administration n'a pas évoqué de calendrier précis, mais bon, je ne le vois pas franchement avant 2030. En résumé, la réforme, c'est un peu un catalyseur de transformation à la fois technologique, parce que vous allez avoir une brique peut-être supplémentaire qui est la plateforme de démat partenaire. Vous allez aussi avoir des migrations et peut-être des montées de version de vos propres systèmes. Aussi organisationnelles et relationnelles en interne de l'entreprise, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Et puis, finalement, elle va imposer un changement de posture pour tous les acteurs économiques. Merci beaucoup Sabrina pour ces précisions qui sont assez fondamentales et on a tendance à les négliger. Et je crois que c'est déjà d'aborder la question de cette manière change de dire quel PDP je vais choisir déjà, Sabrina. C'est déjà mieux effectivement pour les entreprises de bien comprendre ça, qu'il faut aborder sur cette réforme, sur la transformation systémique effectivement de vos processus. Alors, la conformité, le digital, le performance et le triptyque, je ne vais pas y revenir, mais on pourrait donc commencer aujourd'hui. Par quoi commencer ? Peut-on parler, Sabrina, et j'aimerais bien avoir ton point de vue sur la question, d'un diagnostic, alors je l'ai appelé de maturité, mais savoir d'où on part. Est-ce qu'aujourd'hui, le quoi, moi j'ai mis ça sur la diapositive, mais j'aimerais avoir ton avis sur la question. J'ai l'impression que souvent, il y a une bonne compréhension. Aujourd'hui, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on parle de la facturation électronique. Il y a des fois même trop d'informations. Donc, il faut effectivement savoir faire le tri. Donc, on commence à avoir une bonne compréhension. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu de la journée de la facturation électronique. Par contre, le comment, ça reste flou. Et le deuxième, c'est qui ? Service interne, service externe. Est-ce que c'est, de ton point de vue,
ces 3 points en fait reviennent souvent, et est-ce que tu veux apporter une précision? Oui, en fait, alors ce que toi tu appelles le diagnostic de maturité, nous c'est tout simplement les missions de cadrage que l'on fait chez tous nos clients. C'est une étape quand même assez importante qu'il faut vraiment pas négliger, je pense. L'idée, c'est d'évaluer où en est l'entreprise sur plusieurs axes avant de se lancer. Alors, tu as parlé du quoi. Effectivement, aujourd'hui, on a des entreprises qui sont de plus en plus matures sur le sujet, et on l'a vu à la journée FNFE, les questions sont davantage précises. C'est pas vrai partout quand même. Il reste encore beaucoup d'évangélisation à faire. Donc, on va analyser en fait clairement les processus actuels de facturation. D'où on part? Quels sont les outils qui sont utilisés? Quels sont les formats, y compris de la data? Est-ce que c'est du manuel? Est-ce que c'est de la donnée? Est-ce que c'est du PDF? Est-ce qu'il y a de l'ossérisation? S'il y a de la donnée, quelles sont ces données? Et tout ça, on va regarder également les cas d'usage. On en parle beaucoup des cas d'usage dans les spécifications externes. Vous savez, c'est est-ce que je fais de la sous-traitance, de la co-traitance? Est-ce que je vais faire des acomptes? Est-ce que je vais faire de la délégation, etc., etc. Donc, on va regarder tous ces cas d'usage pour effectivement pouvoir les rapprocher et voir dans l'entreprise quels sont les cas d'usage qui sont rencontrés. Ensuite, on va regarder tous les circuits de validation. De traitement de la facture, que ce soit sur la facture sortante, mais également entrante. Et puis, on va regarder le niveau d'automatisation et d'intégration dans les systèmes comptables et les ERP de l'entreprise. Donc ça, c'est tout le quoi. On va regarder où est-ce qu'on est, d'où on part, pour voir où est-ce qu'on va aller. Ensuite, le comment. Alors là, la méthode, elle peut varier, mais en général, nous, on utilise en fait une grille d'évaluation qui est assez structurée. On appelle ça une matrice de conformité. Donc, en général, ce sont des questionnaires que l'on regarde en fait lors des ateliers avec nos clients. On va les analyser. On peut également analyser les FEC, les fichiers des écritures comptables. On va organiser un certain nombre d'ateliers avec les métiers et des entretiens, que ce soit la comptabilité, la finance et l'IT. Et tout ça, ça va permettre en fait de cartographier les points forts aujourd'hui de ce qui est mis en place, les zones à risque et les efforts qu'on va devoir faire demain. Ensuite, sur le qui. Idéalement, c'est quand même un travail collaboratif. Il va falloir impliquer les directions financières, bien sûr, les services juridiques et de fiscalité, parce que on voit dans les cas d'usage parfois où on se dit comment y gérer la TVA, c'est pas toujours si trivial que ça. La direction des achats parfois, mais aussi les services d'informatique et parfois même des prestataires externes qui peuvent être spécialisés ou même vraiment des opérationnels. L'enjeu, c'est d'avoir une vision vraiment globale et pas que uniquement technique. Parce que, encore une fois, la conformité sur la réforme de la facturation électronique, ce ne sont pas que des sujets techniques. En résumé, le diagnostic de maturité, il va permettre d'éviter de foncer tête baissée. Il va donner une feuille de route claire et adaptée à la réalité de chaque entreprise, parce que c'est un peu ça, chaque entreprise est un peu unique, pour aborder la réforme avec méthode, du coup, mais surtout avec sérénité. Merci. D'ailleurs, les gens qui sont présents dans la salle n'ont pas vu le diapositive, mais on était sur quelles sont les directions concernées par rapport au fait de visualiser. C'est très exactement ce que vient de dire Sabrina, c'est-à-dire que c'est transverse. Et c'est transverse au sein de tous les services. Et effectivement, il y a quelqu'un qui peut être leader. Souvent, c'est le service informatique, mais ça peut être la direction financière ou ça peut être autre chose. Mais c'est un projet transverse. Et donc, on a besoin d'avoir cette approche globale et pas uniquement, on se rend compte que là, le choix de la PDP, c'est peut-être pas maintenant qu'il faut le faire. En tout cas, quand je dis maintenant, c'est au début du projet. En principe, vous avez dû commencer. Ce que tu as dit, c'était très intéressant, Sabrina, c'est-à-dire qu'on a parlé de sorte de... Je crois que tu as parlé de format, et là, de diagnostic, enfin, ce n'était pas des diagnostics de maturité, mais c'était la matrice de conformité. Et dans cette matrice de conformité, on retrouve effectivement quelques éléments dont tu as déjà discuté. Le premier élément, c'est les outils qui sont en place. Et donc, effectivement, est-ce que je dois d'abord réaliser un outil des inventaires ? Quelles sont les capacités et le périmètre fonctionnel couvert par ces outils techniques? Ensuite, c'est échanger avec les éditeurs sur leur roadmap. J'utilise cet outil, quel est leur point de vue sur la facturation électronique, sur les évolutions à réaliser? S'il est à la rue, excusez-moi de l'expression, ce qu'il ne faut pas changer,
ou est-ce qu'il faut le garder, ou est-ce qu'il faut qu'il monte en compétence, est-ce qu'il faut qu'il se rapproche de quelqu'un d'autre? À vous aussi d'identifier ça. Le deuxième, tu as parlé des formats. Je crois qu'il y a quand même encore une certaine confusion, on en a parlé encore ce matin, sur notamment le FactureX. On entend beaucoup de choses effectivement sur ce format. Il faut de l'UBL avec du FactureX. Beaucoup d'éditeurs ont pris cette direction. Et ben, dans le cadre de la réforme, par exemple, c'est pas pour dire technique la chose, mais c'est pas de l'UBL qu'on doit mettre dedans, mais c'est du C2I. Et ça a une implication technique. Ça n'a pas une implication pour l'utilisatrice ou l'utilisateur, le comptable. Lui, il va l'avoir, sa facture, il va avoir le lisible, mais c'est une application technique qui peut être très importante, parce que les données qui vont alimenter ce format, il faut bien les récupérer. D'où avoir un référentiel client-fournisseur qui soit suffisamment mature, solide, pour y répondre. Car je le dis, la PDP, c'est un transporteur. Si vous n'avez pas de chargement, on ne transporte rien. Donc ça, c'est le premier point. Le type de facture, tu n'en as pas forcément parlé, Sabrina, mais c'est vrai que ça va rentrer en ligne de compte, bien entendu. Et sachant que dans les factures qui sont indiquées ici, il y a des factures qui sont hors réforme. Il me semble, Sabrina, la Proforma, par exemple, ce n'est pas une facture qui est comptable et juridiquement parlant. Hein, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Alors, on a les proformas sont hors réforme, on va dire que c'est une facture brouillon. Donc, ce n'est pas encore une facture. Donc, ça, effectivement, c'est hors réforme. Mais on peut aussi se rendre compte, nous, on l'a vu chez de nombreux clients, où finalement, des documents pouvaient être faits sous format courrier, pas un format facture, alors que demain, ça devra vraiment faire l'objet d'une facture. Et on voit bien que parfois, sur la typologie de facture, c'est très important de les détailler, de voir un peu toutes les typologies de factures que l'on a dans l'entreprise, parce que derrière, on va en établir des volumétries déjà, voir un petit peu les cas que l'on rencontre. Et puis surtout, ça permet de voir, OK, aujourd'hui, comment je fais cette facture-là? Est-ce que ça ressemble à une facture déjà ou pas? Est-ce que j'ai bien toutes les données ou pas? Et on s'aperçoit que souvent, on n'a pas toutes les données, malheureusement. C'est exactement ça. Et donc, les données de référentiel sont extrêmement importantes. Et je crois qu'on le répétera jamais assez de cette préparation. Ensuite, c'est la catégorie de l'opération. Est-ce qu'on se retrouve entre assujettis? Est-ce qu'on se retrouve à l'Union européenne? Je rappelle, effectivement, tu l'as dit, la convergence va arriver en 2030, peut-être en France, vis-à-vis du pré-remplissage. Mais il y a également en 2030 une autre échéance, qui est l'échéance européenne du projet VIDA. Et le projet VIDA, c'est quoi? Vous savez que la TVA collectée au niveau de l'Union européenne, c'est dans les échanges intracommunautaires. Et donc, en fait, l'extension de ce qui se passe en France, ce n'est pas qu'en France, c'est une extension au niveau de l'Union européenne pour être en capacité de différencier justement les échanges intracommunautaires avec les échanges nationaux et les échanges internationaux hors Union européenne. Donc déjà, la catégorisation et la catégorie des opérations, c'est important. Et puis dedans, on peut savoir se dire, est-ce qu'on fait aussi, on adresse à un portail public? Donc au sein de l'Union européenne, toutes les entités ont déjà franchi l'étape. Ça existe en Italie, ça existe en Belgique, ça existe dans beaucoup de pays de l'Union européenne pour travailler avec l'administration. Donc le B2G et le G2B, comme on a vu avec Campus Condorcet, puisque eux aussi sont concernés. Les outils en place et les formats, et on a donc la qualité des données, ce qui est vraiment fondamental. Et on en a déjà pas mal abordé, donc je vais aller sur la définition, effectivement, du processus. Et pour rebondir sur tes propos, Sabrina, je crois que c'est important. Moi, j'ai dit grille d'évaluation, mais toi, tu as parlé de grille de conformité. C'est ça, de matrice de conformité. Et oui, pour moi, c'est vraiment l'outil conseillé pour débuter un projet de facturation électronique. Tu me confirmes, Sabrina, de ton côté, c'est oui, vraiment tout à fait. En fait, ça permet d'adresser les différents axes qu'on a vus au début de la séance. C'est-à-dire qu'on va adresser les sujets data, on va adresser les sujets process, les sujets IT, et donc tous ces sujets-là vont être adressés dans la grille de conformité. Aujourd'hui, on se situe, pour bon nombre d'entre vous, on va dire en amont du choix de la PDP, ou alors vous avez choisi votre PDP. Donc, on n'en est pas encore à la mise en œuvre. Et il y a des étapes où effectivement que l'on doit faire au moment de cette étape-là, donc on va dire en amont de la mise en œuvre.
d'autres étapes que l'on va devoir faire au moment de la mise en œuvre, et ensuite, par la suite, on va en reparler sur la conduite du changement. Mais ce que je veux dire, c'est que la conformité, ce n'est pas que d'envoyer une facture avec les bonnes données. C'est ça, c'est un vrai sujet. Mais derrière, c'est aussi avoir tous nos process qui soient en conformité de façon à ce que cette facture puisse aboutir in fine. Merci pour cette précision. Alors, le diagnostic du précédent, de l'existant, pardon, pas du précédent. On va avoir le repas un petit peu tout à l'heure, je pense que j'en aurai un petit peu besoin. Mais l'analyse des processus et leur efficacité, on l'a compris. On a compris que ça, c'est un point essentiel, vous l'avez vu. Mais pour autant, on ne doit pas s'empêcher de penser aux opportunités d'optimisation. C'est-à-dire, autour de cette réglementation, autour de cette obligation, qu'est-ce que je peux améliorer dans mes processus au quotidien? On l'a vu ce matin avec le cas Campus Condorcet, la comptable, elle est ravie aujourd'hui, elle a moins de stress. De par la gestion d'une plateforme unique de ses factures, elle a beaucoup moins de stress. Le directeur financier ne doit pas aller voir le conciliateur tous les jours pour se dire « mon fournisseur n'a pas été payé depuis 1 an et demi ». Donc à partir de là, ces optimisations peuvent être humaines, mais elles peuvent être organisationnelles et bien sûr de productivité au sein de l'entreprise. Et je crois que c'est un paramètre, Sabrina, avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez, qui est pris en compte dans votre effectivement réflexion de départ. Tout à fait. En général, nous, on encourage fortement nos clients à ne pas en faire qu'une contrainte, cette mise en conformité, parce qu'on est tous d'accord, ça va coûter de l'argent à toutes les entreprises, parce qu'il va falloir monter ses systèmes, choisir une PDP, etc. Ça a des coûts. Et donc, pour ne pas en faire une contrainte, il faut en faire une opportunité. Et l'objectif, c'est d'optimiser un peu ces processus. Nous, on a pas mal de clients qui ont, au moment où il y a eu le report de la réforme, il y a 1 an et demi, ils ont décidé de ne pas justement baisser le crayon, de continuer et justement de revoir tous leurs process P2P ou O2C, donc processus de facturation entrante ou sortante, et d'une façon vraiment plus globale, quoi. Et ils ont vraiment tout refondu, ils ont essayé d'optimiser les choses, de re-rentrer dans des standards, de façon finalement à vraiment en faire une opportunité, quitte à y aller, autant y aller à fond. C'est ça. Et donc maintenant, on peut aborder juste effectivement quels sont les pièges à éviter, parce que la complexité ne vient pas forcément de la technique, mais quand c'est mal pensé, là, les complexités peuvent s'accélérer, je dirais, et même s'agrandir. Donc il ne faut pas sous-estimer effectivement un certain nombre de choses. D'abord, j'aurais tendance à dire, là c'est marqué quoi, de bout en bout. Bon, c'est peut-être pas le mot que j'aurais utilisé. Voilà, peut-être c'est celui qui a été mis sur la diapositive, mais moi j'aurais plutôt sous-estimé la charge de travail. Cette charge de travail, il ne faut pas la sous-estimer, à tous les niveaux et pour toutes les directions. Ça, c'est très important. Négliger, effectivement, l'accompagnement des utilisateurs et la conduite du changement, ça, on l'a vu. Négliger également, j'allais dire l'hygiène des bases de données. Toujours pareil, du référentiel. Et tout à l'heure, quand on parlait avec un client dans la salle, quand on parle de la maille, effectivement, d'adressage au niveau sirène, ça, c'est un souci en fait au niveau du référentiel. Donc, comment aborder cette question? Donc là, tous ces éléments-là, c'est effectivement très important. Dans l'accompagnement des utilisateurs, c'est de négliger, je dirais, les responsabilités entre les différentes directions dont on a indiqué tout à l'heure, achat, finance, système d'information. Et puis, retarder, je dirais, les arbitrages peut-être stratégiques, mais avancer au niveau opérationnel. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais j'étais content de le dire dans cette partie-là. Vouloir tout faire en parallèle sans prioritisation, c'est-à-dire que si on n'a pas de ligne de conduite, si nous n'avons pas effectivement une vision, une compréhension, à ce moment-là, il est difficile effectivement de vouloir tout faire en même temps et ça va plus vous retarder que effectivement, et là un coût qui va encore être décuplé bien entendu, mais surtout vous ne serez pas forcément en mesure d'être à jour, d'être dans votre obligation à la date butoir du 1er septembre 2026 pour la réception, voire 2027 pour l'émission. Est-ce que tu as d'autres écueils ou pièges à éviter qui te viennent à l'esprit, peut-être toi Sabrina, de ton côté, par rapport à ton expérience? Alors, plusieurs. Effectivement, je vais revenir quand même sur le sujet du référentiel. Parce que tout le monde dit, effectivement, il faut que vos référentiels soient à jour. OK, mais alors, du coup, c'est quoi l'impact si je ne le fais pas?
Et il faut toujours, comme dans tout projet, gérer les risques. OK. Est-ce que je dois forcément mettre en qualité mon référentiel client et mon référentiel fournisseur? Et si je dois faire peut-être le choix entre les deux parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas les ressources, etc., ou je n'ai pas l'argent, le budgétaire pour pouvoir faire cette mise en qualité, lequel je vais choisir en premier? Eh bien, effectivement, votre référentiel client. Votre référentiel client, pour moi, il doit vraiment être à jour. À jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir récolter, on va dire, les adresses d'adressage de tous vos clients, B2B. Ça, c'est pas une mince affaire. Donc déjà, il va falloir avoir une certaine discussion avec vos clients. Deuxième point, moi, je vois chez bon nombre de clients énormément de doublons, les sirettes ne sont pas à jour parce que le client a déménagé, etc., etc. Quel est l'impact si vous ne le faites pas? Eh bien, tout simplement, vous ne pourrez pas envoyer vos factures via votre PDP si votre référentiel client n'est pas à jour. Donc, ça va bloquer votre facturation sortante. C'est pas neutre. Sur le référentiel fournisseur, il y a également des impacts, mais qui sont moins bloquants. Si votre référentiel fournisseur n'est pas à jour, c'est-à-dire que vous allez recevoir une facture, et cette facture, elle va arriver d'un fournisseur que vous ne connaissez pas. Connaissez pas parce que peut-être que le SIRET n'est plus bon, etc. Vous n'arrivez pas à matcher. Donc, vous n'allez pas arriver à matcher potentiellement avec votre engagement. Donc, nous, on pousse fortement nos clients à faire des engagements systématiques de façon à rapprocher automatiquement au moment de la réception de la facture. Et donc, si vous n'avez pas d'engagement, si votre référentiel fournisseur n'est pas à jour, tout simplement, ça veut dire des processus beaucoup plus manuels, avec des rapprochements qui ne se font pas automatiquement, et donc effectivement un ralentissement du traitement de vos factures. L'autre point peut-être que l'écueil que je peux voir, effectivement, c'est peut-être la charge de travail et les relations avec vos éditeurs en place. On s'aperçoit qu'effectivement, autant les PDP font beaucoup de bruit, de communication, etc. Pour dire on est prêt, c'est super. Sauf que c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il est vraiment nécessaire que vous vous rapprochiez de vos éditeurs qui ne sont pas EPDP, qui sont vos éditeurs, vos ERP, vos systèmes de facturation actuels, etc. De façon à avoir une roadmap claire de leur part sur la mise en conformité des systèmes. Et ça, effectivement, on voit qu'il y a une maturité qui est assez contrastée sur la place à ce niveau-là. Donc, je vous engage fortement à aller voir vos éditeurs pour voir où est-ce qu'ils en sont et quelle va être leur roadmap de façon à ce que vous ayez un planning assez clair pour que vous puissiez mettre des équipes en face parce qu'effectivement, c'est bien la réforme, mais le quotidien, il continue. Et quelque part, c'est pas forcément votre métier de vous mettre en conformité. Votre métier, c'est surtout de faire autre chose. Donc, ça va solliciter quand même de la charge de la part de vos équipes. Voilà ce que je pouvais rajouter. C'est très bien, Sabrina. Et alors, on a eu des petits rires dans la salle pendant que tu as dit le rapprochement, parce que pas parce que par rapport à tes propos, je te rassure, mais c'est simplement parce que ça a été justement dans la salle un des objectifs de DSI qui a mis en place justement l'utilisation d'un système de facturation électronique pour obliger ce rapprochement avec la commande et être avec l'engagement ou la commande. Effectivement, les deux peuvent être liés. Des fois, effectivement, il y a une différenciation entre l'engagement par rapport budgétaire, bien entendu, et cette facture. Et je crois que c'est un élément clé. Si on arrive à faire cet engagement, il y a une simplification au niveau de l'entreprise qui est énorme et des gains qui sont colossaux à tous les niveaux en termes de facilité de traitement, en termes effectivement de productivité. Et ça, c'est néanmoins essentiel. Alors, si... je ne sais pas si quelqu'un... Alors, si on résume bien par rapport à ce que tu viens de dire, les grands chantiers, premièrement, on l'a dit, cartographier les flux, typologie. Deuxièmement, tu en as parlé, les référentiels. Beaucoup apprécié ta chose en disant les référentiels, oui, mais par lequel commencer? On a vu, conseil, c'est la partie client. C'est parfait. Et la partie fournisseur est également à réaliser en fonction de la charge, du budget que l'on peut y consacrer. Ensuite, le choix des partenaires va être découlé de l'architecture cible que l'on va essayer de mettre en place. Et le choix de partenaires va être vraiment très importante. Est-ce qu'au niveau de l'architecture cible, je vais être centralisé? Est-ce que je vais être décentralisé? Est-ce que je vais effectivement être multi-PDP, entre guillemets, c'est-à-dire
multiflux en réception, multiflux en émission. Et donc tous ces éléments-là vont nous amener à choisir effectivement ce partenaire et au niveau des chantiers, à choisir in fine effectivement une plateforme, un partenaire, j'aurais plutôt tendance à dire, qu'une plateforme. Alors si tu me le permets, Sabrina, et le public ici présent et en distanciel, je vais vous faire une petite to-do list de préparation, un petit flux qu'on va pouvoir traiter ensemble. Et si tu me le permets, Sabrina, je te demanderai quel est ton point de vue sur ce petit processus. Alors d'abord, on l'a vu, créer une task force. Alors une task force est un mot anglais, on peut utiliser ce que l'on veut, mais c'est au niveau des différentes directions d'être en capacité de créer une équipe projet avec un leader. On sait que dans toute organisation, s'il n'y a pas un responsable, un leader, et ben forcément, au niveau des actions, c'est beaucoup moins efficace. Donc, créer, effectivement, j'ai tendance à dire, une gouvernance projet. C'est très important. Ensuite, au niveau de cette partie, c'est lancer la cartographie des flux. On l'a vu, la fameuse matrice de conformité qu'a indiqué tout à l'heure Sabrina. Identifier la charge de travail, on vient d'en parler, et ça c'est vraiment important parce qu'on a tendance à sous-estimer, et donc du coup on peut même se dire que 18 mois ça ne va pas être suffisant pour être à la date du 1er septembre 2026. Et pendant la JFE, on l'a constaté, de nombreuses entreprises se sont dit, on a mis en place une task force, on l'a mis en stand-by, on l'a mis en attente, et quand on met un projet en attente, qu'est-ce qui se passe ? Il y a d'autres priorités qui arrivent par-dessus. Et après, vous savez, on l'a tous vécu ça. On doit reprendre le projet 6 mois plus tard. C'est l'enfer. On a commencé à travailler dessus, à voir tous les tenants, les aboutissants. On l'a mis sous le tapis, on l'a mis de côté. Et en fait, la pile a commencé à se monter. On est obligé de le reprendre et de revenir dessus. C'est beaucoup moins efficace. Et donc, beaucoup d'entreprises se sont dit, non, mais on a compris, de toute façon, l'obligation arrive. Alors oui, elle a été confirmée au 1er septembre 2026. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut assurer à 100% que cette date devra être respectée ? Ni Sabrina ni moi pouvons dire oui. Mais par contre, on sait que la facturation électronique, les équipes sont en place, les systèmes doivent évoluer. Donc ça, c'est une certitude. On peut se baser dessus pour commencer. Commencer par quoi ? Peut-être la facturation réception, qui a peut-être plus de mécanismes, avec des mécanismes de collaboratifs, des bons à payer, des choses comme ça, qui sont peut-être plus complexes que la juste mise en conformité de vos factures clients. Néanmoins, il est important de pouvoir commencer et pas attendre parce que les équipes sont prêtes. Et tout l'écosystème est prêt. Nous, les PDP, comme vous l'avez vu, on y travaille depuis de nombreuses années. C'est notre expertise, c'est notre savoir-faire. Il y a des cabinets d'expertise qui sont là aussi, des cabinets de conseil. Donc nous savons effectivement accompagner les entreprises. Et si vous avez défini une task force déjà présent, je vous invite véritablement à mettre... Et comme on l'a vu ce matin avec Campus Condorcet, la PDP, c'est juste un canal supplémentaire. Quelle est l'incidence pour mon utilisateur final ? Aucun. Tatiana, dont on a parlé ce matin, Laniana, pardon, c'est Laniana ou Tatiana, je ne me souviens plus. Latiana, non ? La Latiana, pardon, excusez-moi pour d'avoir fait de m'être trompé sur le nom, mais en fait pour elle, demain quand il y aura un autre canal, rien ne changera à sa vie, d'accord ? Et donc c'est avec cette approche qu'il faut effectivement mettre en place un sujet de facturation électronique. Échanger avec vos éditeurs, tu en as très très bien parlé Sabrina, et puis derrière, au niveau de la roadmap, choisir un partenaire de confiance. En découlera les PDP, en découlera derrière le système d'information. Mais ça, c'est quelque chose de précis. Et puis, bien sûr, un macro-planning obligatoire pour pouvoir être prêt au 1er septembre 2026 et même avant. Je rappelle que nous, on accompagnera nos clients à partir de février 2026. Donc, ça signifie que si vous souhaitez être prêt, et je crois que d'ailleurs, Sabrina, tu l'as très bien dit tout à l'heure, même si une PME est au 1er septembre 2027, rien ne l'empêche d'anticiper les émissions de ces factures au format électronique. Elle y gagnera. Elle y gagnera beaucoup, même si aujourd'hui, elle n'est pas forcément en capacité de le visualiser. Est-ce que sur ce petit schéma, tu voudrais rajouter quelque chose, toi, Sabrina ? Je pense que tu as dit l'essentiel quand même, mais effectivement, je pense si vous n'avez pas commencé votre projet d'une manière réelle et concrète, 18 mois, il reste moins de 18 mois, c'est pas très très long. On voit bien que de faire un cadrage, ça va prendre un mois et demi. 2 mois sur des plus grosses structures. Mais ce qui est long, ça va surtout être tous les process internes à revoir
Et ça, on sait que c'est toujours un petit peu long. Les rapports avec les éditeurs, on en a reparlé, mais vraiment, je vous encourage à les contacter très vite. Et puis ensuite, la PDP, ça va dépendre. Certaines PDP font des mises en œuvre très rapides. Ça va dépendre de votre ERP, ça va dépendre de votre architecture, de votre système d'information. En tout état de cause, on l'a vu, ça va mobiliser quand même des acteurs assez différents dans votre entreprise. Et le sponsor dont tu parlais tout à l'heure, c'est vraiment assez essentiel parce que sinon, ça ne va pas avancer, quoi. Donc, autant le sponsor, il va donner l'impulsion, mais la task force, elle va coordonner. Et ça, c'est important, effectivement, de mettre en place une équipe projet de façon à ce que ça avance. Et puis que ce soit aussi, je dirais, cohérent avec les autres projets que vous avez par ailleurs. Alors, la prochaine diapositive, c'est le rôle des PDP, mais on en a un tout petit peu parlé. Je vais donc peut-être expliquer au niveau des PDP, parce qu'on va devoir choisir effectivement des acteurs, des partenaires, qui auront effectivement des PDP. Là, il y a quelques possibilités, mais les PDP ne viennent pas toutes de la même origine. Et donc, elles n'ont pas tous le même background, la même expérience de traitement d'une facture. On a des sociétés qui viennent spécialisées dans la dématérialisation de factures, de documents, on va dire, comme Simtrax peut l'être, hein, bien entendu. Nous avons aussi des entreprises spécialisées de type plus... il y a des ERP aussi hein, qui proposent. Je crois qu'il y a Sage qui s'est positionné, il y a SAP qui se sont positionnés, mais qui ne vont pas être en capacité peut-être de traiter le multicanal, c'est-à-dire la réception des cas complexes comme la réception par email de cette facture et la transformation de cette facture pour la rendre électronique, eh ben, cette capacité-là va être peut-être trop complexe. Mais si vous avez, par exemple, vous, 90% de vos échanges qui sont déjà électroniques à travers des PDP, bon, bah, peut-être que de partir sur une PDP qui est l'éditeur peut avoir une plus-value pour vous. Si vous identifiez dans ce cadrage des complexités, peut-être qu'il faut y réfléchir. Et peut-être que ce n'est pas le meilleur acteur des PDP. Est-ce qu'on peut... quelles seraient pour toi, Sabrina, les catégories de PDP que tu rencontres ou que tu présentes à tes clients? Tu les classerais comment? Nous, on a une bonne connaissance, on va dire, surtout des PDP pour les grands comptes et les ETI. Hein. On a assez peu de PME, TPE chez nos clients. Mais ça va vraiment dépendre, tu l'as dit, de leur architecture, des ERP et des systèmes de facturation P2P ou autres qu'ils ont actuellement en place. Donc ça, c'est un premier point, parce qu'effectivement, s'ils ont déjà, par exemple, Esker en module P2P, bah, ça paraîtrait assez étonnant de ne pas leur proposer notamment Esker. En général, nous, on en propose 3-4 à nos clients qui correspondent à leurs besoins. Le choix est assez, la variété des PDP est assez forte. Ils proposent pas du tout les mêmes services. Ils ont le même tronc commun. OK, ils vont pouvoir émettre et recevoir vos factures, gérer le cycle de vie, l'annuaire et le e-reporting. Très bien. Mais on l'a dit, souvent on en fait une opportunité, on essaie de boucher des trous sur certaines fonctionnalités qui nous manquent dans nos structures. Et ça, les PDP peuvent effectivement y répondre. Typiquement, si on a déjà, on a besoin d'OCR, etc., pour gérer toutes les factures qui sont hors périmètre de la réforme et qui vont continuer d'arriver, bah, s'il nous faut un OCR, toutes les PDP ne le font pas. Si le client a besoin d'archivage, bah, à valeur probante, toutes les PDP le font pas. Si effectivement ils ont des spécificités très sectorielles, par exemple, je pense au monde des bailleurs sociaux notamment, qui ont des grosses particularités dans la gestion des fluides, donc EDF, etc. Bah, certaines PDP sont plus ont des services à valeur ajoutée sur ce périmètre que d'autres n'ont pas. Pareil, si vous avez énormément de facturation à l'international et que vous souhaitez une conformité, une compliance internationale, ben effectivement, je vais vous orienter vers certaines PDP plus que d'autres. Et donc, on a besoin de bien connaître les PDP pour effectivement, et surtout de bien connaître le besoin du client, parce que l'objectif, c'est de répondre à un besoin. Et en fonction de ça, on arrive à rapprocher effectivement ces différents types de PDP pour que ça matche avec notre client et qu'il soit satisfait.
Merci effectivement par rapport à ça. Alors on a mis quelques points là-dessus, la robustesse, on l'a vu parce que je ne devrais pas forcément dire ça, c'est pas pour casser du sucre sur d'autres, mais certaines PDP, on voit qu'il y a quand même pas mal de fusions-acquisitions qui sont en train de se réaliser. Je pense notamment à Serensia qui a été racheté effectivement il n'y a pas très longtemps. Il y a quand même beaucoup d'éléments effectivement qu'il faut tenir compte. Je le rappelle aussi, c'est quand même un des éléments. C'est vrai que nous, chez Simtrax, on n'a pas d'investisseurs externes à notre organisation. Donc ça nous permet effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être complètement maître de notre destin. Et ça, c'est très, très important. D'ailleurs, ici dans la salle, il y a le fondateur de l'entreprise et il peut confirmer qu'en termes d'avancée, nous sommes complètement maîtres de nos évolutions, mais ce n'est pas forcément le cas de toutes les PDP. Donc vous allez, je rappelle que la PDP, c'est pour 3 ans à minima au niveau d'immatriculation. Donc essayez d'anticiper ça aussi, essayez de prendre en compte ces éléments-là de robustesse et de savoir si est-ce qu'elle peut vous accompagner sur le court terme ou le long terme. Et ensuite, les services à valeur ajoutée et la couverture fonctionnelle gérée. Les opportunités et les arbitrages à gérer. Alors j'ai tendance à dire les tâches chronophages, on en a déjà parlé, les opportunités d'automatisation, il y a énormément de choses qui peuvent en découler. Les arbitrages structurants, c'est quoi? Tu l'as dit, on ne va pas y revenir du coup, c'est déploiement de France, stratégie internationale. Tu en as parlé. D'ailleurs, pour information, Sabrina, tu sais qu'on fait la stratégie internationale. C'était mon petit rôle de vendeur pour 2 minutes. Et donc ensuite, vous avez la priorisation des flux sortants entrants, tu en as parlé aussi également. Tu as dit, est-ce qu'il faut prioriser ou pas sur ces flux-là? L'internalisation, l'externalisation. L'externalisation, c'est par exemple, on n'en a pas encore parlé, mais les PME, souvent, pour faire appel à des experts comptables. Et donc forcément, les experts comptables, là, ce n'est pas la même approche qu'il faut avoir effectivement de la réforme si vous avez externalisé vos systèmes et entre guillemets votre comptabilité. Donc ça aussi, ce sont des éléments à prendre en compte. Le mot de la fin, que retenir, Sabrina, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a un peu ce qu'on a dit de manière récurrente, c'est une petite ritournelle que l'on a mis en place, c'est l'anticipation, c'est se structurer. C'est sécuriser effectivement cette obligation au 1er septembre 2026, en commençant le plus rapidement possible. Si je fais un petit parallèle d'échelle, nous avons 7 à 8 millions d'entreprises concernées. Nous avons 4 à 5 000 acteurs opérateurs de dématérialisation au sens large, tu en as parlé, les éditeurs de progiciels, les intégrateurs, ce genre de choses, et nous avons 90 PDP. On voit qu'il y a petit souci quand même qui peut arriver quand même dans le traitement aussi de chacun des entreprises. Donc toutes les entreprises qui anticiperont effectivement cette obligation seront favorisées par rapport aux autres. Ça, c'est une certitude. Je ne sais pas si tu veux rajouter un propos par rapport à ça, Sabrina. Non, je pense que tu as tout dit. Effectivement, ça me paraît important. Pour terminer, calendrier désormais confirmé, ça on le sait. Diagnostic ou matrice de conformité à réaliser indispensable. On ne peut pas y échapper. Plusieurs PDP à sélectionner. Je rappelle que vous devez le faire. Donc nous, on va communiquer là-dessus très prochainement, à partir de la semaine prochaine. Ça, il faudra qu'on se synchronise avec le marketing. Mais c'est une communication pour vous donner les éléments pour que vous puissiez faire le choix de votre PDP ou de plusieurs PDP, bien entendu, en fonction de votre maillage que vous allez mettre en place. Est-ce que vous êtes multi-société, une seule société, multi-service? Donc il y a plusieurs cas de figure qui vont entrer en jeu. Et au niveau du maillage, on va être en capacité, parce que vous allez mandater votre PDP. Donc vous devez le faire avant le 1er septembre 2026. D'accord? Ça, c'est le premier point. Une mise en œuvre à initier le plus rapidement possible. Et surtout une communication à réaliser. Parce que vous allez devoir communiquer avec vos clients. Vous allez devoir communiquer avec vos fournisseurs. Chorus Pro, quand ça s'est mis en œuvre, les entités publiques ont communiqué. Elles ont indiqué, voici l'adresse de facturation, le SIRET que vous devez adresser pour tel service. Est-ce qu'on met en place une seule société, une seule structure avec des multiservices? Donc ça pouvait être Espace Vert, ça pouvait être le service comptable directement, les frais généraux, mais ils ont mis en place des multiservices et ils ont communiqué ces informations à leurs fournisseurs. Donc la communication, elle s'effectue dans les deux sens.
Ça, c'est important. Donc, ce cadre juridique consolidé va vous permettre véritablement d'avancer. Vous avez compris que l'écosystème est vraiment montant à maturité. Donc, vous pouvez faire confiance à cet écosystème. Faites attention quand même au niveau des informations, quand vous avez des informations divergentes, de pouvoir les vérifier auprès des instances publiques ou du FNFE, dans lequel, effectivement, on essaye d'être le plus neutre possible dans nos réponses. Et pour terminer, tu as déjà parlé un petit peu du cabinet Juliette Sterven, je ne sais pas si je prononce bien d'ailleurs Sterven, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à comment toi tu peux accompagner aujourd'hui les entreprises qui nous écoutent? Oui, alors le cabinet, alors déjà on est un cabinet totalement autonome, c'est-à-dire que nous n'avons aucun partenariat avec qui que ce soit. Je pense que c'est important de le dire. Sinon, notre conseil n'aurait plus beaucoup de valeur. On accompagne vraiment du début jusqu'à la fin et c'est totalement modulaire, c'est-à-dire qu'on peut faire des formations pour évangéliser dans vos structures si vous le souhaitez. Le cadrage, on en a parlé évidemment, la rédaction des cahiers des charges pour votre PDP, les soutenances, la mise en œuvre, hein, même si on n'est pas intégrateur, mais effectivement, on aide en gestion de projet à gérer totalement le projet de conformité. On fait également beaucoup de conduite du changement autour de la réforme. En tout cas, on a un cabinet assez pluridisciplinaire. Donc, si par exemple, vous avez également des sujets autour de la refonte de vos processus P2P ou O2C, tout ça, on sait faire. Voilà, on accompagne vraiment du début jusqu'à la fin. En mettant l'humain d'abord, on l'a vu au niveau des 3 piliers du départ. Oui, et ça, j'apprécie particulièrement effectivement cet élément-là, et ça ne m'étonne pas que tu sois allé, tu aies rejoint ce cabinet, Sabrina. Un grand merci à tout le monde. On a dépassé, donc là on a effectivement quelques questions, je vais en prendre une. Les OD, au même titre que les PTPI, sont-elles certifiées, homologuées? Ça se discute. Hein, Sabrina, Pas totalement. En fait, les PDP, autant elles sont immatriculées, elles doivent répondre à un certain cahier des charges, entre guillemets, à certains critères qui sont établis par la loi. Autant les opérateurs de démat, ils ne sont pas PDP. Donc, eux, ils n'ont pas la capacité d'émettre, d'envoyer vers le destinataire la facture ou de le recevoir en direct. Donc, ils ont moins de contraintes techniques, je dirais. Par contre, effectivement, donc ils ne sont pas immatriculés ou homologués par l'État. Par contre, ils doivent quand même se mettre en conformité parce que s'ils ne se mettent pas en conformité, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ça va bloquer le process global. Si vos factures de votre système de facturation qui est opérateur de démat potentiellement émettent des factures qui n'ont rien à voir avec l'attendu de la réforme, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez avoir peut-être un middleware ou la PDP dans certains cas, qui va devoir transformer la facture. C'est possible, mais c'est des travaux complémentaires. Donc, pour répondre à la question, non, il n'y a pas d'immatriculation des opérateurs de démat. Voilà, pas d'immatriculation, mais la réflexion qui est en train de se faire, c'est effectivement comment ils vont pouvoir, eux, de leur côté, se standardiser pour effectivement s'interconnecter avec ces fameuses PDP. Et quand on a un OD qui est en même temps PDP, c'est quand même génial, ça. Et ça, c'est Simtrax. Et je vais conclure sur ces mots. Sabrina, un grand merci avec le temps imparti que nous avons consacré à cette préparation. Je te remercie énormément pour cette participation et tes conseils qui sont très précieux. Je remercie les gens dans la salle et les gens qui nous ont écoutés et vus en distanciel. Ce sera également disponible en replay. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, à suivre effectivement le cabinet Juliette Sterven, à suivre Simtrax. Nous communiquons énormément. Nous avons un blog. Nous sommes en train aussi de remettre à niveau notre site web. Je vous remercie. Merci à tous. Merci Sabrina. Bon appétit. Et là, je vois qu'il y a beaucoup de gens. On a faim. Je crois que c'est le mot de la fin. Bon appétit. Et tu seras bienvenue en fait pour la prochaine feria. Hein. Donc, il ne faudra pas qu'on hésite. Voilà. Merci à tous. Avec grand plaisir. Merci, au revoir.